Bonjour. Je vais essayer de coordonner avec Soufiane qui a ma présentation. Comme ça, il n'y a pas de décalage entre nous. Alors, effectivement, comme Reda vient de le dire, ma présentation, elle va porter sur une certaine réflexion philosophique sur l'IA. Ça peut paraître pas évident, mais en effet, il y a moyen de réfléchir sur l'IA. Et donc voilà, le sommaire, il va être autour de 6 points. Sommaire, donc IA et philosophie. Voilà, vous les avez sous les yeux. Donc je passe directement au premier point, qui est l'IA et la philosophie, un chat avec ChatGPT. Donc j'ai posé la question à ChatGPT, que peut dire la philosophie à propos de l'intelligence artificielle? Il me répond, la philosophie aborde l'intelligence artificielle sous plusieurs angles, etc. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a ressorti les 4 thèmes que traite la philosophie en général, que sont la théorie de la connaissance, la morale, la vision du monde, c'est-à-dire l'ontologie et la morale. Et il a ajouté un 5e point qui est l'impact social et économique. Donc voilà, sur ça, il était bien. Je lui ai demandé aussi par la suite de développer chaque élément, mais je ne me suis pas satisfait de sa réponse. Donc c'était déjà une limite, j'ai préféré remouler tout ça et le présenter à ma manière. Et donc je vais, dans un 2e point, essayer d'apporter ma réponse à la question de la différence, enfin de ce qu'est l'intelligence artificielle d'un point de vue philosophique. À cet effet, je vais devoir faire appel à 2 philosophes clés avec des concepts clés. Alors les 2 philosophes sont Descartes et Heidegger, et les concepts sont la conscience et le monde de la technique. Donc, Descartes. C'est Soufiane. Voilà, Descartes le français, et qui est connu pour sa célèbre citation que tout le monde connaît ici, qui est « je pense, donc j'existe ». Alors donc, pour Descartes, tout simplement, on existe quand on pense, c'est-à-dire que l'être humain, il existe quand il est conscient de sa conscience. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas conscient de sa conscience, on n'existe pas. Alors cette définition a donné à la naissance de ce qu'on appelle en philosophie la modernité, c'est-à-dire tout ce qui a donné par la suite le capitalisme, les révolutions industrielles, scientifiques, etc., mais aussi les droits de l'homme. Voilà. Donc, a priori, si on suit Descartes, l'intelligence artificielle est humaine du moment qu'elle est consciente de sa conscience. Et donc j'ai fait le test, je suis revenu chez ChatGPT et je lui ai posé la question: est-ce que tu es conscient? Voilà. Alors, es-tu conscient de ton action? Alors qu'est-ce qu'il m'a répondu? Oui, je suis conscient de mes actions, etc. J'ai eu du mal à reconnaître le résultat final de ma propre logique, qui était de dire oui, finalement, ChatGPT est un humain. donc j'ai usé de mon intelligence non artificielle en reposant la question autrement. Et donc, je suis allé directement à l'objectif: est-ce que tu es doté d'une conscience? Et qu'est-ce qu'il me répond ici? Non, en tant qu'intelligence artificielle, etc. Voilà. Et donc, c'est quoi alors, d'après toi, ChatGPT, la différence entre intelligence artificielle et être humain? Alors, en gros, il fait la distinction entre la conscience et l'intelligence artificielle. Donc, pour lui, la conscience, c'est-à-dire la conscience qui définit l'homme, et l'intelligence artificielle, pour lui, la conscience, voilà, c'est 4 points: subjectivité, sentence, etc. Et l'intelligence artificielle, objectivité, absence d'émotion, programmation, apprentissage, etc. Donc, en gros, il nous renvoie au paradigme classique qui veut que l'homme, c'est les sentiments, et que la machine, c'est l'absence de sentiments. C'est très classique.
voilà, ça c'est pour ce qui est de la conscience de Descartes, etc. Alors le deuxième philosophe, c'est Heidegger. Il est moins connu que Descartes, mais il n'est pas moins puissant et influent, notamment au XXe siècle. Il est le père de la postmodernité. Si Descartes est le père de la modernité, Heidegger il est le père de la postmodernité. Donc il a plein de concepts. Ce qui nous intéresse ici, c'est son concept, le monde de la technique. Alors il a réfléchi sur la société de son époque, et ce qu'il a trouvé comme réponse est que cette société est caractérisée d'abord et surtout par le fait qu'elle soit gouvernée par la technique. Donc une prédominance de technique. Mais alors le plus important dans son truc, c'est comment il définit comment il définit l'impact de la technique, puisque là on est en train de réfléchir sur l'impact de l'intelligence artificielle. Donc pour lui, le vrai impact de la technique et du monde de la technique, c'est la perte de sens. Quand on vit dans un monde de technique, on est dans un monde où l'on perd le sens. Qu'est-ce qu'on entend par la perte de sens? C'est le fait de ne plus se poser la question pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça, on le vit tous les jours. On achète un portable, un iPhone 15, on ne sait pas pourquoi, alors que le 14.5 était bien, et le 13 est encore parfait, donc on ne comprend pas trop. Mais on le fait parce que tout le monde le fait, on doit le faire. Donc la technique, elle a comme impact le fait d'éviter de réfléchir. Donc elle évite à l'homme de réfléchir. Finalement, l'intelligence artificielle est un long processus, l'aboutissement d'un long processus qui a consisté à un transfert de savoir, de sens de l'homme vers la machine. Un processus de déprogrammation de l'homme en faveur d'une programmation de la machine. Et le fait d'éviter de penser, c'est une étape supérieure qui consiste à ne plus être conscient de ses actes. Donc c'est un processus de déconscientisation. Voilà pour Heidegger. Et j'en viens au fait de réfléchir sur le côté métaphysique de l'intelligence artificielle. Donc on vient de voir un aperçu. Alors finalement, l'intelligence artificielle, elle participe de cette ambiance qu'on appelle nihiliste postmoderne, c'est-à-dire la perte de sens. La société moderne qui ne sait plus pourquoi elle est là. Donc c'est une métaphysique nihiliste postmoderne de perte de sens. C'est également une métaphysique de société de spectacle et d'existence par l'acte de consommer. Alors quand on dit... et il y a aussi d'autres concepts clés. Alors là, c'est Michel Foucault. Michel Foucault, il est intéressant pour plusieurs choses, mais notamment aujourd'hui parce qu'il a théorisé deux concepts clés, à savoir la société de surveillance et la société de confession. Alors c'est les années 70, il est mort en 84 je pense, mais déjà dans les années 70, il a dit que la société dans laquelle on vit et on va encore vivre, c'est une société de surveillance. Il y a des caméras partout, etc. Et en même temps, il a fait aussi la remarque que les gens avaient tendance à faire des confessions, c'est-à-dire de plus en plus. À un moment, dans la religion catholique, c'était réservé à l'église, on se confessait au pape, mais dans la société dans laquelle il vivait, c'est devenu quelque chose où tout le monde avait besoin de se confesser. Ça, c'est quelque chose qui s'est davantage accentué aujourd'hui, et ça me fait réfléchir au Love Story, où on a eu la conjonction des deux, des caméras braquées et des gens qui étalent leur vie, se confessent. C'est le croisement entre la surveillance, le spectacle et la confession. Et l'intelligence artificielle, elle accentue tout ça. Donc on est constamment surveillé parce que nos données, elles sont suivies, collectées. On donne du spectacle à travers les réseaux sociaux et on se confesse et on divulgue sa vie privée sans personne que nous le demande sur les réseaux sociaux. Voilà. Et alors, le côté moral, puisque aujourd'hui, si on parle d'éthique et de morale, quelles implications? On a vu qu'on est parti d'un processus de déprogrammation à une déconscientisation. En termes moral, moi je me pose la question, est-ce que la morale vaut quelque chose quand on n'est pas conscient? C'est-à-dire que
Par exemple, pour réparer une injustice, faisant appel à la morale, il faut déjà être conscient qu'on est objet d'une injustice. Quand on perd la conscience, on perd aussi en même temps le sens de la morale. Donc, l'aboutissement de tout ça, c'est le fait d'être dans une situation de démoralisation, déprogrammation, déconscientisation et démoralisation. Alors, qui va faire le rôle du juge si les humains ne sont plus capables d'avoir le sens de la morale? Est-ce qu'on va déléguer ça à la machine? C'est fort probable que les juges de demain soient des robots, soient les robots d'un monde, enfin, que les robots soient les juges d'un monde sans conscience. Et le dernier point, c'est l'axe que m'a rajouté ChatGPT, qui est l'impact sur l'économie et le travail. Et là, indéniablement, bien sûr, l'IA a presque que des avantages, plus d'efficacité, plus de productivité. Bien sûr, c'est un processus de destruction, création, notamment en termes d'emploi. Et là, les chiffres nous parlent de quelque chose comme 3% des emplois dans le monde qui sont concernés, soit 75 millions de personnes. Sinon, en termes de durabilité, est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est pas quelque chose de contestable? Parce qu'on nous vend aussi l'IA comme étant quelque chose relevant de cette nouvelle économie durable et renouvelable. Alors force est de constater qu'elle n'est pas quand même sans impact à ce niveau-là, notamment pour ce qui est de la forte consommation d'eau, pour refroidir les serveurs, les méga serveurs, l'utilisation de matériaux rares, donc ça va pomper sur les ressources de la Terre, et aussi des risques en termes de gestion des déchets électroniques, et aussi des risques en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, quelques questions pour se projeter dans l'avenir. Y a-t-il un risque d'assister un jour, comme dans les films, à un soulèvement et une prise de pouvoir des machines? Aura-t-on toujours alors la possibilité de débrancher les machines? Qui aura, si oui, la télécommande universelle? Et quelle garantie qu'il en fera un bon usage? Je vous invite à réfléchir. Merci.